portable. Une émission proposée par Hype FM. Le 25 septembre dernier, le Kurdistan irakien a voté oui en faveur de l'indépendance, malgré les sollicitations aussi bien de Bagdad que des grands de ce monde à abandonner le projet de référendum. Nous parlerons ce matin de la situation à l'intérieur du Kurdistan, à l'intérieur de l'Irak et dans la région globalement, et nous tenterons d'expliquer le sens de ce référendum. Nos invités dans les studios d'IPFM, Shaida Essami de la représentation du Kurdistan, vous êtes conseillère en stratégie de communication, bonjour. Avec nous Alexandre Delval, géopolitologue, consultant, essayiste. Je rappelle votre dernier livre, un de vos derniers livres, Le chaos syrien avec Randa Kassis et les vrais ennemis de l'Occident. Et donc le sujet touche aussi donc les ennemis de l'Occident, les ennemis de l'Orient, pourquoi pas, on en parlera durant cette émission. Et avec nous, par téléphone, dans quelques instants, Frédéric Tissot, qui est médecin, ancien consul de France à Erbil et professeur à Sciences Po. Et nous serons également en ligne avec Guillaume Perrier, journaliste qui connaît très bien les questions de la région et les questions qui touchent le Kurdistan et les Kurdes d'une manière générale. Shaida Essami, pourquoi les Kurdes ont voulu faire ce référendum, sachant que tout le monde était contre, sachant que Bagdad allait lui poser un problème, tous les pays voisins, Turquie, Iran, Irak bien entendu, on l'a dit, la Syrie, sont contre l'indépendance du Kurdistan. Cette petite région, ce petit pays, peut-être demain, avec que du pétrole, beaucoup de pétrole certes, comment va-t-il faire pour s'en sortir et pourquoi ce besoin de référendum dans ce contexte? La création d'un État kurde, en général, c'est un rêve pour les Kurdes. Et cet État de Kurdistan était promis par les communautés internationales depuis 1920. Donc la question d'indépendance de Kurdistan, c'est pas la question d'aujourd'hui. Et le vouloir de faire de cet référendum, c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Non, c'est un sujet très important pour les Kurdes. Et les Kurdes, ils voulaient toujours d'avoir cette indépendance. Mais alors ici, sur cette antenne, on vous comprend très bien, puisque 1920, c'est le traité de Sèvres, et les Arméniens sont aussi sensibles que les Kurdes sur l'application, la non-application de ce traité de Sèvres, qui malheureusement, finalement, n'a pas vu le jour. Tout à fait. Et je veux parler sur la région autonome, le gouvernement régional de Kurdistan d'Irak, qu'ils ont eu des très belles expériences pour gérer la région. Et cette région a vu beaucoup de choses. Il a vu de la guerre, il a vu de génocide, il a vu d'expériences de collaboration avec des communautés internationales. Quand Daesh est arrivé dans la région, c'était les Kurdes, la seule force qui ont battu Daesh dans la région. Il n'y avait même pas les forces irakiennes dans certaines des régions, les régions disputées par exemple. Et le seul endroit aujourd'hui qu'il y a la paix, c'est-à-dire que dans cette région de Kurdistan, il y a plus que 2,5 millions réfugiés syriens et déplacés irakiens dans les camps. Il y a la représentation de l'ONU dans cette région. Et aujourd'hui, le Kurdistan, il protège les yézidis, il protège les chrétiens, les irakiens, les différentes religieuses. Et quand le Peshmerga a trouvé sa force contre Daesh et après il a commencé de collaborer avec la coalition internationale, le Peshmerga a pu vraiment trouver sa place, sa vraie place. Mais tout ça n'explique pas le pourquoi du référendum dans ce contexte où Daesh n'a pas disparu de la région, où il y a des tensions avec Bagdad. Est-ce que les Kurdes ont considéré que c'était le moment de le faire, sinon personne ne le laisserait faire plus tard? C'était le moment, et c'est le moment aujourd'hui, parce que
la région de Kurdistan d'Irak, c'était une région indépendante, mais sous le gouvernement central de l'Irak. Mais le gouvernement d'Irak a eu des violations dans la constitution irakienne. Depuis 2014, l'Irak ne paye pas des salaires des Peshmerga, ne paye pas des Kurdes. Il a arrêté le budget de Kurdistan. Président Barzani et les Kurdes, ils ont essayé de négocier avec l'Irak. Ils ont demandé des dialogues avec l'Irak, mais l'Irak n'était pas ouverte pour la discussion. Et aussi, pour les Kurdes, c'est un peuple déjà négociable. C'est un peuple qui veut la paix. Il veut pas la guerre, mais il y a eu toujours la guerre dans cette région. Ce gouvernement régional de Kurdistan, il a vraiment essayé de négocier avec le gouvernement central d'Irak, mais l'Irak ne voulait pas de ça. C'est pourquoi, depuis 2014, depuis que Daesh est arrivé dans cette région, le Kurdistan irakien est totalement indépendant. Il est autonome, même dans l'économie. C'est le gouvernement régional du Kurdistan qui paye tous les salaires, qui paye les Peshmerga. C'est pas du tout normal quand on voit que le gouvernement irakien, par exemple, Ebadi, le 5 octobre, pendant son discours, il demande les Peshmerga de rester sous les mains et le contrôle du gouvernement central de l'Irak, mais il n'a pas payé les Peshmerga. C'est pas du tout normal. Du coup, le président Barzani a décidé. On a déjà parlé sur le référendum depuis 2014. Mais depuis 2014. Oui, depuis 2014. D'accord, c'est pas sorti d'un seul coup. C'est pas aujourd'hui, voilà. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Depuis 2014, on parle sur le référendum parce que l'Irak a arrêté tout. Et là, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des menaces contre les Kurdes par l'Irak et par les pays voisins aussi. Et c'est pourquoi, pour les Kurdes et pour l'autorité du Kurdistan irakien aussi, il n'y a pas de question de rester encore une fois sous la promesse des pays voisins ou les communautés internationales. Alexandre Delval, la question du droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un principe très important. Les peuples peuvent aspirer à leur indépendance. Alors, est-ce que dans le Kurdistan, cette règle, ce principe s'applique? J'allais dire oui, pour une raison très simple. Contrairement à d'autres pays, contrairement à d'autres velléités sécessionnistes, contrairement à d'autres réalités séparatistes ou sécessionnistes dans d'autres pays, il y a une base légale internationale, je dirais constitutive, qui est celle de 1920. Alors les rapports de force, parce qu'en géopolitique, il n'y a pas que le droit. Vous savez, le droit parfois, souvent c'est fait pour être contourné. Les rapports de force à l'époque ont été en faveur de ceux qui ont voulu une grande Turquie et qui a permis d'empêcher ce rêve. Mais il y a une base légale. Et il y a à la fois une base légale et une base de légitimité. Deux principes qui parfois vont pas ensemble. On peut être dans la légalité sans être dans la légitimité. Donc les Arméniens ont ces deux caractéristiques. Par contre, il leur manque le troisième facteur, c'est les rapports de force. Ils ne l'ont pas eu à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que effectivement c'était le Caïro, c'était le moment juste pour déclarer cette indépendance, ou en tout cas pour faire un référendum en vue de proclamer une indépendance, parce que les rapports de force ont changé depuis le démantèlement de plusieurs États dans la région, notamment le démantèlement de l'État syrien et de l'État irakien, permettent à la réalité kurde d'émerger. Et un autre aspect positif, c'est que les Kurdes, et Madame le dira mieux que moi, les Kurdes d'Irak, contrairement aux Kurdes de Syrie, qui sont très liés, comme vous le savez, au PKK, puisque les mouvements majoritaires kurdes de Syrie sont très liés au PKK, donc sont considérés comme des ennemis directs pour la Turquie. Contrairement à ceux de Syrie, les Kurdes d'Irak ont de très bonnes relations économiques et même politiques et diplomatiques avec la Turquie. Peut-être une marge d'espoir serait de trouver un accord. Ça va être difficile, mais même si Erdogan est contre, et il a menacé même d'intervenir militairement s'il y avait une indépendance du Kurdistan irakien, on sait que dans les faits, la Turquie a de nombreux intérêts économiques très stratégiques avec les Kurdes d'Irak, et peut-être que c'est ce qui va permettre enfin l'émergence d'un État kurde. Mais là, l'avenir le dira. Il va falloir être très habile et y aller par étapes, à mon avis,
de manière progressive et ne pas faire comme les Catalans, même si ça n'a rien à voir, qui ont voulu se précipiter. Il faut aussi dialoguer. Et comme Madame le disait, les Kurdes sont ouverts au dialogue. Le problème viendra probablement, peut-être encore plus du gouvernement central irakien, lui-même manipulé par l'Iran, et l'Iran lui-même qui va essayer de jouer les divisions, notamment en excitant l'UPK contre le PDK. Bon, l'avenir le dira, mais je pense que malheureusement, il y aura peut-être une guerre qui sera fondatrice pour créer cet État. Si la diplomatie marche avec un État, c'est pas sûr qu'elle marche avec les 3 États qui sont pour l'instant tout à fait hostiles à cette proclamation d'indépendance. Chahida Essami, parlons un peu de démographie, c'est très important parce que le référendum ne touche pas le Kurdistan irakien tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il y a, et puis ça dépend qui conçoit quoi, parce que si c'est d'un point de vue kurde, le Kurdistan il est plus large que ce qui est sur le terrain aujourd'hui. D'un point de vue irakien de Bagdad, le territoire il doit être plus petit, mais ce référendum a touché un territoire qui dépasse les zones sous contrôle kurde actuellement. Par exemple, et pas que. Donc pourquoi ces velléités vues de Bagdad? Comment vous expliquez ce désir d'élargir le territoire? Est-ce que historiquement cela s'explique? Ça, c'est des régions d'origine kurde. Ça, c'est du Kurdistan. Et déjà arabisé, c'était pris sous Saddam Hussein. Sous Saddam Hussein. Ça, c'était on connaît très bien cette histoire. Et avec cette guerre contre Daesh, comme la force irakienne sont libérées la région, ils n'ont pas pu se battre Daesh, les Kurdes ils sont intervenus, ils ont repris cette zone qui s'appelle les zones disputées. Le plus important c'était le Kirkuk. Et quand les Kurdes ils ont participé, qu'ils ont signé de collaborer dans la coalition internationale, c'est très important. Le Peshmerga qu'ils ont participé à cette guerre, et ils ont pris cette région. Je veux bien parler de le point de vue d'un observateur français qui est allé en Kurdistan pendant le référendum, c'est Reza Derati, c'est un photojournaliste. Je veux bien répondre à votre question juste avec une phrase de Monsieur Derati, de son retour de Kurdistan. Il est allé à Kirkuk, il voulait savoir pourquoi les Arabes votent pour le référendum. Les Arabes de Kirkuk. Et dans ses interviews avec les Arabes, il a vu que les Arabes, ils disent, nous, on a beaucoup de problèmes avec le gouvernement chiite musulman et aussi avec le gouvernement d'Iran, parce que l'Iran est présent ici. Nous, on ne veut pas rester sur l'autorité irakienne. On veut rester en Kurdistan, on vote oui pour le référendum pour l'indépendance de Kurdistan. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment parler. Les Yézidis, ils ont voté à Sinjar et Shingal, ils ont voté 90% oui pour l'indépendance. Pourquoi? Parce que cette ville est libérée par les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie aussi, ils ont participé à cette libération. Et donc ils ont plus confiance aux Kurdes que au pouvoir central de Bagdad, des Arabes, qu'ils soient chiites ou sunnites. Vous savez, en fait, quand Daesh est arrivé dans la région, l'Irak n'a pas réagi tout de suite. C'était que les Kurdes qui ont réagi. Les Kurdes d'Irak, principalement. Après, il y avait aussi des Kurdes de Syrie qui sont entrés pour aider les Peshmerga. Il y avait cette collaboration entre les Kurdes. Si les Peshmerga ne se battaient contre Daesh, l'Irak était prise par Daesh. Daesh était vraiment à quelques kilomètres de Bagdad. Vous vous souvenez, c'était en 2014. Moi, j'ai une question aux médias françaises. Il faut aller regarder les articles qui sont publiés en 2014. Regardez comment ils parlent sur les Kurdes, comment ils parlent sur cet héros. Et aujourd'hui, ils ont oublié les médias français. C'est vrai qu'Alexandre Delval, le rôle des Kurdes et Peshmerga était stratégiquement très important parce que sans cet effort, à un moment donné, tout serait perdu. Bien sûr, la bataille de Daesh contre Daesh, déjà, il faut la resituer dans le contexte de plusieurs États. Et en Syrie, le rôle des Kurdes dans les batailles autour de Kobané a été absolument stratégique, et en Irak aussi. Je dirais, il faut toujours les mettre dans la même perspective, puisque Daesh a fait un État sur les 2 pays centraux du califat. Pour reconstruire leur califat, c'était Damas et l'Irak. Daesh, c'est à la fois l'Irak et le pays de Cham. Mais je reviendrai sur un autre point très important. Si les Kurdes veulent
veulent élargir un peu leur territoire. Il y a cette légitimité dont parlait Madame, c'est-à-dire des non-Kurdes, 100% Kurdes, qui sont pour les Kurdes parce que il y a de la démocratie, de la liberté, et aussi ils se sentent défendus. Et tout simplement, le Kurdistan est bien géré, beaucoup mieux géré que les zones arabes. Mais il y a un autre aspect. Parce qu'il y a beaucoup d'argent et moins de guerre à l'intérieur. Il y a de l'argent, moins de guerre et une gouvernance. Beaucoup de réfugiés, c'est vrai. Alors c'est pas méprisant envers les Arabes, bien sûr, ce que je dis, mais c'est beaucoup mieux. Le Kurdistan, depuis c'est pas 2014 ou 2010, depuis, j'allais dire, des décennies, il a pris ses affaires en main. Mais il y a un autre aspect, au-delà de tout ça, quand vous voulez négocier, et que ça va être une négociation très difficile, et que vous savez que plusieurs États ne voudront pas vous donner l'indépendance, qu'est-ce que vous faites? C'est tout à fait classique dans la stratégie. Vous prenez plus de territoires que ceux qu'on pourra à la fin vous accorder, pour avoir une marge de négociation. Moi, si j'étais à la tête du Kurdistan, j'élargirais au maximum le territoire pour avoir une marge de négociation. Le jour où il y aura peut-être un deal à cause des rapports de force, quand l'Irak sera obligé de négocier, eh bien les Kurdes pourront dire, bon, on va peut-être vous rendre quelques territoires autour de Kirkouk qu'on a pris, mais ce sera de la négociation. Donc je dirais pour ces deux raisons, celle que vous avez dit et la logique stratégique militaire, il est tout à fait évident que les Kurdes avaient un intérêt à élargir leur territoire justement, dans la reconquête contre Daesh. On va parler de tout cela également avec Frédéric Tissot. Monsieur Tissot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai rappelé tout à l'heure que vous étiez consul de France à Erbil et vous êtes professeur à Sciences Po et médecin et vous étiez durant ce référendum en tant qu'observateur au Kurdistan irakien. Alors, avant d'entrer dans l'analyse de ce référendum, quelle a été la situation sur place? Est-ce que, selon vous, il faut quand même rappeler qu'on n'est pas dans des pays ou dans une région qui se caractérise par une tradition démocratique et d'élection. Comment s'est déroulé ce référendum? D'abord, pardon, mais j'ai été consul général de France. Oui, vous avez été, bien sûr. En 2012, je ne suis plus consul général, donc je parle en mon nom personnel. Merci de m'avoir invité et bonjour. J'ai été effectivement sur place à Erbil et dans d'autres villes en tant entre guillemets observateur international de ce référendum qui s'est à mon avis très bien passé. Il faut dire que la tradition, il y a quand même une tradition de vote, même si la région n'est pas tout à fait habituée à des instances démocratiques et à des votes parfaitement organisés. Depuis 2009, déjà, il y a eu des élections présidentielles au suffrage universel, ainsi que des élections législatives au Parlement régional kurde d'Irak. Mais avec beaucoup de fraude quand même, il faut le dire. Même si ça va devenir insignifiant, on va oublier les fraudes demain, mais ils sont déjà oubliés. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été forcés, nous dit-on, à aller voter. Il y a des enfants qui ont voté. Donc il y a quand même une culture. Bon, peut-être que vous l'avez vu, cela. On vous l'a dit. On nous l'a dit. D'accord. Alors moi, vous m'interrogez, j'étais sur place, dans les bureaux de vote où je suis allé, et au moment où j'étais, je n'ai pas vu, bien entendu, je n'ai vu personne forcer quelqu'un ou des enfants, etc. Bien entendu qu'il y a des enfants, j'ai même des photos d'enfants qui votaient. C'est leur papa qui leur donnait le bulletin pour le mettre dans l'urne. C'était assez symbolique. Voilà, mais alors, il n'y a pas eu de toute façon, il n'y avait pas dans ce référendum d'observation à proprement parler internationale qui aurait pu effectivement mettre en doute. Il faut savoir quand même que les Kurdes attendent cela, la majorité des Kurdes d'Irak attendent cela depuis très longtemps, de pouvoir s'exprimer sur leur indépendance. Il y a 72% des votants qui se sont exprimés, en sachant qu'il y avait une partie des Kurdes qui ne souhaitaient pas
participer à ce vote, même s'ils étaient pour le référendum, pour des histoires, pour des problèmes de politique intérieure tout à fait respectables. Alors justement, il y a des partis politiques qui se sont exprimés contre, ils ont fait campagne contre pendant le vote, on va dire le jour où il a été décidé d'organiser ce référendum, ils sont retirés de la séance parlementaire parce que ils ont boycotté ce vote. Donc on peut dire qu'il y a une contestation, non pas par rapport à l'idée d'indépendance, mais par rapport à l'opportunité d'organiser ce référendum à ce moment-là. Ces gens-là n'avaient pas assez d'influence pour influer justement sur, écoutez, sur la population. Dans tout Parlement, il y a une majorité, une minorité. Il se trouve que, heureusement, le Parlement a été réuni, même s'il n'était pas réuni depuis 2 ans. Il s'est réuni avec une majorité de parlementaires régionaux qui pouvaient s'exprimer. Goran, pour le nommer, oui. L'un des 3 principaux partis, mouvements politiques. Le deuxième aujourd'hui. Oui, le deuxième. Je ne sais pas si c'est le deuxième parce que au niveau, en tout cas, le deuxième, peut-être le deuxième parti. Vous avez peut-être raison, mais en tout cas, il y avait suffisamment de parlementaires pour avoir une majorité à ce moment-là. Goran a décidé de ne pas se présenter, libre à eux, et c'est très bien, ce qui prouve que personne n'était obligé d'aller au Parlement. Alors, la question qui se pose et dont on parlait tout à l'heure avec Alexandre Delval est de savoir pourquoi les Kurdes ont élargi le champ territorial de ce référendum. Est-ce que c'est pour un marchandage plus tard? Parce que Barzani lui-même, il a dit, et d'abord il faut dire que c'est un référendum dit non contraignant. Alors, qu'est-ce que cela signifie en politique, un référendum non contraignant? En tout cas, Barzani, il a dit, maintenant nous sommes prêts à aller discuter avec Bagdad. Quel est l'enjeu de ce référendum d'un point de vue irakien et du point de vue de Barzani, précisément? Écoutez, d'un point de vue irakien et kurde irakien, ce référendum a exprimé la volonté d'une majorité de Kurdes irakiens exprimer ce désir d'indépendance. Cela n'est pas étonnant, car cela fait quand même très longtemps que les Kurdes d'Irak souhaitent s'exprimer à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Pour le président Barzani, est-ce que vous me parlez du président Barzani qui était président jusqu'en 2015 ou de la personne même du président de Massoud Barzani? Il y a bien entendu 2 choses différentes. Pour l'ancien président de la région, il est clair qu'il était temps de proposer aux Kurdes d'Irak de s'exprimer à ce niveau-là. Maintenant, sur la table des négociations qui aura lieu de toute façon, et en Irak et en Syrie, pour savoir comment faire en sorte que la paix règne dans cette région, le Kurdistan, l'expression populaire qui a eu lieu le 25 septembre, fait maintenant que le Kurdistan existe. Durant des décennies, le Kurdistan n'existait pas. En dehors du fait que de temps en temps, on savait que Saddam Hussein les bombardait chimiquement ou que, effectivement, il y avait un exode massif en 91. Le reste du temps, les Kurdes n'existent pas. Aujourd'hui, ils existent. Ils sont dans le radar, comme on dit. Et les diplomates internationaux ne pourront aujourd'hui faire semblant de ne pas voir le Kurdistan. Et ça, c'est extrêmement important. Barzani a dit qu'il allait négocier. Il a tout à fait raison, car on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui, telle qu'est la constitution irakienne, laisser le Kurdistan déclarer son indépendance seul. Ça n'a pas été fait de toute façon totalement dans les règles des Nations Unies, puisque le pouvoir central n'était pas d'accord. On le voit aussi en Espagne. Le référendum a été considéré comme anticonstitutionnel par Bagdad.
Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Oui. Et Non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand une minorité ou une population donnée est sur un territoire, le pouvoir central, il est automatiquement contre parce que ça touche à l'intégrité territoriale, d'où les conflits. Bien sûr, c'est toujours la même question depuis des décennies, hein, l'intangibilité des frontières et la volonté des peuples. Donc vous êtes plutôt favorable à la volonté, à l'expression populaire? Je suis totalement pour l'expression des peuples. Est-ce que cela s'applique pour vous, pour le Haut-Karabakh aussi? Pardon? Est-ce que cela s'applique pour le Haut-Karabakh dans le conflit arméno-azéri? Bien entendu. Très bien. Entendu, Alors, je suis allé dans le Haut-Karabakh. Je connais aussi bien cette région, moins bien que le Kurdistan, mais bien entendu. Chahida Essami, aujourd'hui on parle d'autres enjeux internes. Le président Barzani, comme M. Tissot vient de le dire, devait quitter la présidence en 2015, mais il est toujours le président. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Et puis certains ont demandé que la présidentielle s'organise avant le référendum. Qu'est-ce qui se passe dans la vie politique interne du Kurdistan? Quelle est la nature du conflit interne et quel est son impact sur ce référendum? En fait, président Barzani, il devait partir, oui. En 2015. En 2015. Mais il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur, dans la région de Kurdistan. Il y avait la guerre contre Daesh, il y avait des problèmes de budget, d'économie, et aussi un problème à l'intérieur dans les partis politiques, parce que Goran, qui était opposition, qui est entré dans le Parlement, qui est entré dans le gouvernement, voilà, et qui s'est sorti de la position kurde à l'intérieur. Et ça changeait beaucoup en fait la situation intérieure et la politique intérieure du Kurdistan. Et aussi la partie politique l'UPK qui a eu assez de problèmes intérieurs eux-mêmes aussi parce qu'il y avait des dévisements dans cette partie politique et ça permet pas d'avoir une on parle du parti de Talabani. Oui, de Talabani. Il n'y avait pas, en fait, il donnait pas de possibilité d'avoir une réunion entre tous les partis politiques et même Barzani a demandé à tous les partis politiques d'avoir un candidat pour le présidentiel. Personne n'a donné le nom des candidatures. Pourquoi? C'est bizarre. C'est très bizarre, mais en même temps, moi je pense qu'il y avait des négociations pas vraiment sous la table. Voilà, sous la table entre les partis politiques et finalement la guerre contre Daesh c'était prioritaire pour la région. Et c'est pourquoi moi je pense que comme l'idée de référendum vient de 2014 cette dernière fois parce qu'il y avait toujours cette idée et du coup ils ont décidé de aller stratégiquement et politiquement vers le référendum sur l'indépendance. C'est pourquoi les majorités ils ont voté pour le oui. Mais ce n'était pas très clair. C'est pourquoi les deux petites partis politiques, Goran et les islamistes, ils voulaient pas participer à ce référendum parce qu'ils comprenaient pas exactement qu'est-ce qui se passe. D'autres choses qui c'est important et je veux parler, c'est le leader de Goran, Monsieur Noshirwan Mustafa, qui est décédé cette année aussi. C'était un homme politique, c'était un homme très intelligent, c'était un homme qui travaillait avec Mam Jalal pendant des années et lui-même aussi il a arrêté la politique presque pendant 1 an avant de son décès, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de discours. Et c'est pourquoi les peuples kurdes, ils sont un peu perdus à l'intérieur, mais je peux vous dire que le peuple kurde, il résiste. La résistance chez les Kurdes, c'est très, comment on peut dire, c'est très fort. Les Kurdes, ils ont participé pour le référendum, même ils n'étaient pas d'accord avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ils ont résisté devant la crise économique, ils ont résisté aussi devant la guerre. Du coup, ils voulaient absolument faire ce référendum parce que pour eux, c'était un droit de peuple, comme Monsieur Tissot a dit plusieurs fois. Cette exprimation de droit de peuple, c'est très fort dans la région. Et aujourd'hui, quand Barzani, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu hier, quand pendant la cérémonie d'enterrement de Mam Jalal,
Imam Jalal Talabani, l'ancien président de l'Irak aussi, qui est arrivé à Soleimani directement de l'Allemagne. Toutes les partis politiques qui sont réunis à Soleimani, c'est historique cette journée, avec un seul drapeau de Kurdistan. C'est-à-dire que les Kurdes aujourd'hui, ils voient autrement et différemment qu'ils sont sur un seul chemin pour arriver à leur destin. Alexandre Delval, expliquons sur le plan régional ce référendum. Est-ce que, selon vous, il y a un risque, un réel de contagion? La Syrie a des Kurdes, l'Iran a des Kurdes, la Turquie a des Kurdes. Donc, est-ce que on a autour du Kurdistan une crainte d'une unification d'un Kurdistan avec la Turquie, d'un renforcement de la situation des Kurdes en Syrie? Qu'est-ce qui fait peur aux autres par rapport à l'indépendance du Kurdistan? Alors, il est certain que l'une des raisons pour laquelle les services secrets turcs et même M. Erdogan lui-même a pendant un certain temps aidé Daesh et continue à aider beaucoup d'autres mouvances islamistes, c'était parce que l'ennemi principal du point de vue turc, c'était les Kurdes de Syrie et de Turquie, qui, je le répète, sont très liés. Ils obéissent à la même idéologie, c'est à peu près le même parti. Là, il y a une possibilité de continuité territoriale. Le risque, il est plus important et ça a été pour les empêché. Turcs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont réconciliés avec les Russes. Les Turcs ont un petit peu rongé leurs freins et M. Erdogan s'est excusé historiquement par lettre auprès de M. Poutine parce que son obsession, c'était l'unification des deux parties kurdes du nord de la Syrie. La continuité territoriale était absolument inacceptable, c'était vraiment la ligne rouge. Donc les Russes ont accepté un deal avec les Turcs pour... Faut le reconnaître, un petit peu lâcher les Kurdes. Les Kurdes ne peuvent pas trop compter sur les Russes, mais si on se met à la place des Russes, ils pouvaient difficilement faire autrement parce qu'ils avaient besoin de composer avec les Turcs pour gérer le dossier syrien. Les Turcs étaient vraiment une épine dans le flanc de la stratégie russe. Donc voilà, il y a cette entente très cynique et pragmatique entre la Russie et la Turquie qui s'est fait sur le dos des Kurdes qui n'ont pas pu mener à bien leur projet d'unification des deux Kurdistans syriens en ce qui concerne... Et turcs. Voilà. Non, alors syrien et turc, c'est impossible, mais oui. Moi je parle des deux Kurdistans du nord de la Syrie qui n'ont pas de jonction. Et le but stratégique militaire de l'YPG en Syrie, c'était de faire un Kurdistan uni avec une jonction des frontières. Au nord de la Syrie. Voilà, donc sans même parler des Kurdes. Alors là, les Kurdes de Turquie, c'est même pas envisageable en rêve ou en cauchemar ou une union avec les Kurdes de Syrie. Alors là, l'armée turque, elle reste plus ou moins neutralisée, vous savez, en ce moment, parce que les conséquences du coup d'État manqué contre Erdogan ont engendré une véritable purge, mais historique dans l'armée turque. L'armée turque, aujourd'hui, elle est décomposée au niveau de ses chefs. On a décapité l'état-major turc. Donc l'armée turque, elle est un peu neutralisée en ce moment. Et d'ailleurs, si j'étais kurde, j'en profiterais. En ce moment, l'armée turque n'est pas vraiment en état d'être efficace. Par contre, si il y avait une unification voulue entre les Kurdes de Syrie et ceux de Turquie, les 800 000 hommes qui composent l'armée turque, là... ils seraient tous mis sur la frontière. Alors là, je pense qu'ils seraient fanatisés collectivement et ce serait un carnage. Donc c'est même pas envisageable aujourd'hui une jonction. Donc voilà, c'est plutôt au niveau du Kurdistan qu'il y a une vraie possibilité de proclamation d'un État, parce que le Rojava en Syrie a quand même un problème territorial et de continuité. Mais c'est vrai que si l'État syrien n'est pas reconstitué, ce qui se profile aujourd'hui en Syrie, si ça marche, si les Russes arrivent à mettre en place leur pion, ce serait une Syrie confédérale qui donnerait une très très large autonomie au Rojava, au Kurdistan syrien, qui serait finalement le fruit d'une négociation et en échange d'une très très large, une quasi-indépendance, et on resterait formellement sur le papier syrien, il y aurait une possibilité d'entente entre un régime syrien qui serait composé d'une partie du régime actuel, plus quelques opposants choisis par la Russie, entre autres. Donc il y aurait une possibilité de négociation. Est-ce qu'en Irak, on ira vers une formule confédérale très souple, où de facto, on continuera l'actuel état de fait, qui est un Kurdistan déjà indépendant de facto, ou alors est-ce qu'on ira dans une rupture qui sera beaucoup plus problématique et qui nécessitera quand même, à mon avis, peut-être une guerre? Alors, là, c'est la grande question. Alors justement, par rapport à l'Iran, c'est le dernier point. Pourquoi l'Iran est si contre? Alors il y a des évidences. Oui. On comprend pourquoi dans l'absolu, mais rentrons dans les détails. L'Iran a coupé tout lien avec le Kurdistan, a menacé le Kurdistan. Et elle en a fait tuer.
Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats. Mais en dehors de ça, sur le plan économique, il y a une pression. Aujourd'hui, on veut plus acheter le pétrole du Kurdistan irakien. Les aéroports sont fermés, les vols sont interdits au-dessus du territoire. Quelle est la position de l'Iran là-dessus? Mais pour l'Iran, c'est existentiel. Vous savez que c'est ce qui nous lie au dossier arménien, d'ailleurs. L'Iran a très peur. Elle a plein de minorités, très nombreuses. Alors bien sûr les Kurdes, mais aussi les Azéris. Les Iraniens craignent par-dessus tout une spirale de décomposition. Un peu le même complexe que les Turcs, mais encore pire, parce qu'ils ont plusieurs minorités très différentes. Les Azéris sont des chiites, mais turcophones. Les Kurdes sont peut-être plus proches des Iraniens, mais ils ont quand même leur propre logique et leur propre nationalisme. Et donc, c'est existentiel, la République. Et en plus, la République iranienne est beaucoup plus forte et elle maîtrise son territoire mieux que l'Irak, qui n'existe pas. Aujourd'hui, l'Irak et la Syrie sont des États qui contrôlent une partie de leur territoire. Et l'Irak est à moitié un protectorat iranien. Donc, les deux États vraiment souverains dans la région, c'est la Turquie et l'Iran qui vont essayer, l'un d'écraser la rébellion ou l'indépendance kurde, et l'autre, la Turquie, elle trouvera peut-être un accord avec les Kurdes d'Irak. Si les Kurdes d'Irak ont l'intelligence de ne pas aller trop vite, je pense qu'avec le temps, ils finiront par être indépendants. Mais s'ils ne veulent pas avoir une guerre avec la Turquie, ils ont un intérêt à trouver un accord qu'ils ont déjà trouvé depuis plusieurs années. Alors justement, Recep Tayyip Erdogan a menacé clairement non seulement de couper les liens économiques, parce que le pétrole irakien passe par Ceyhan, les ports de Ceyhan, mais en dehors de ça, il a même menacé de frapper. Il l'a dit clairement qu'il pourrait y avoir des sanctions militaires. Beaucoup de rhétorique chez lui, parce que la Turquie est dépendante aussi de l'économie. Oui, mais il y a eu des frappes aériennes dans le passé, donc ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Monsieur Tissot, donc par rapport à cette situation, comment voyez-vous l'avenir de ce territoire, de cette région, de ce peuple, si la Turquie n'infléchit pas sa position, si l'Iran met en exergue ses menaces, et si l'Irak déclare une guerre réelle contre le territoire du Kurdistan irakien? Comment le Kurdistan va s'en sortir? Est-ce qu'au final, on va retourner à la case de départ, c'est-à-dire une autonomie large avec encore plus de pression sur elle, parce que il faudra peut-être punir le Kurdistan, ou alors, dans cette négociation, le Kurdistan donc a fait un référendum pour arracher quelques points, et puis ça s'arrêtera ici. Écoutez, vous avez commencé votre question avec 3 si. Avec ces 3 si, effectivement, le Kurdistan n'existe plus. Mais sauf que ces si-là, ces suppositions, je pense, ne s'inscriront pas dans la réalité. Les Turcs ont des liens très étroits avec les Kurdes irakiens, notamment économiques et commerciaux. Les Turcs connaissent très bien les rapports de force. Les Kurdes d'Irak connaissent très bien aussi les rapports de force, et ils feront tout pour négocier avec Bagdad une plus large autonomie. Je ne sais pas, ils ne sont pas quasi indépendants, mais puisque budgétairement ils sont totalement coincés actuellement. Mais et vis-à-vis de l'Iran, je ne pense pas que l'Iran veuille faire quoi que ce soit. Enfin, bien entendu, il y a eu des mouvements de troupes aux frontières, bien sûr, mais ce n'est pas ça la guerre, parce que ces mouvements aux frontières, ils ont toujours eu lieu quelque part. Mais je ne pense pas qu'il y aura une difficulté pour les Kurdes à trouver un accord qui puisse satisfaire et Bagdad et les Iraniens et les Turcs, bien entendu, avec l'approbation de la Russie, qui, comme vous le savez, a des liens très étroits et historiques avec le Kurdistan d'Irak. Je vous rappelle que la société russe vient de signer un accord très important le 17 septembre dernier avec le gouvernement régional du Kurdistan au niveau du gaz, et les États-Unis et les Européens, de toute façon, ne laisseraient pas la Turquie, comme M. Erdogan l'a dit, je vais les affamer. C'est comme l'a dit monsieur, c'est de la pure rhétorique à visée interne, mais la Turquie ne fera pas ça. Je pense qu'il pourrait
y avoir, mais bien entendu, il faut accompagner tout cela. Il faut, je pense, et je l'ai déjà dit, que la France, les Nations Unies accompagnent ces négociations pour qu'elles puissent se passer au mieux. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre, mais alors vraiment pas du tout, entre l'Irak et le Kurdistan. Personne n'a intérêt à cela, et surtout pas Bagdad, car personne ne laisserait écraser de toute façon le peuple kurde qui existe maintenant, et cela prouverait, une fois de plus, j'allais dire, qu'effectivement, il est quand même extrêmement difficile de s'entendre avec un voisin qui, dès la proclamation d'un référendum, d'une indépendance, c'est pas là, de l'intention viendrait faire la guerre aux Kurdes. Ceci étant, bien sûr que tout ne va pas se passer de manière extrêmement calme. Il y aura certainement des difficultés et commerciales et militaires, certainement, mais je ne pense pas du tout à une guerre dans cette région. Alors, Shaida et Sami, tous les pays autour sont contre. Il y a Israël, le Premier ministre Netanyahou, sa ministre des Affaires étrangères, était déjà très favorable à la tenue. Donc je ne dis pas à l'indépendance, parce qu'ils ne sont pas exprimés là-dessus, ils sont exprimés sur le référendum, mais c'est comme si... donc ils sont favorables. Pourquoi Israël serait favorable? On parle, je me souviens d'une interview avec Barzani sur Al Arabiya, où le journaliste disait quels sont vos liens avec Israël, et lui il disait pas de lien réel, mais tout le monde en parlait. Quel est le lien entre le Kurdistan et Israël? Moi, je pense que la relation entre les Kurdes et l'Israël est très ancienne relation. Ils sont amis il y a très longtemps. Nous avons des communautés kurdes à Israël. Par exemple, à Yerushalayim, on a une grande communauté kurde qui ont été réfugiés, qui sont partis en l'année 70. Yerushalayim, c'est oui, voilà. Jérusalem. Pardon, Jérusalem. Oui, j'étais en Perse. Pardon. Mais c'est très clair que on voit cet soutien israélien très clairement parce qu'il n'y a pas de soutien international. Moi, je pense que dans cette émission, on n'a pas parlé sur le manque de communauté internationale. Pourquoi ils ont réagi comme ça sur cette exprimation des peuples kurdes. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours des bons liens entre l'Israël et les Kurdes. Et aujourd'hui, quand on voit que l'Israël dit nous ne sommes pas contre, mais ils sont pas réellement aussi pour l'indépendance, parce qu'on a eu juste 2 discours d'Israéliens depuis. Le Premier ministre, quand même. Le Premier ministre, bien sûr. Et ça donnait une force. Moi, je pense il devait avoir ce discours d'Israélien. Parce que, comme une Kurde, je veux dire qu'en fait, aujourd'hui, les Kurdes, ils sont des vrais nationalistes. Parce que, en fait, ça devient de tous les problèmes qu'ils ont eu, les Kurdes, depuis des années. Et comme un peuple n'a pas eu toujours le droit d'avoir sa nationalité, il manque son identité sur sa carte d'identité, qui est très dure, parce que pour les Kurdes, c'est pas facile d'avoir d'identité. Par exemple, irakien, quand l'Irak a fait des génocides sur les Kurdes, on a eu plusieurs génocides. Du coup, cette question de identique, pour nous, c'est très important. Et aujourd'hui, les Kurdes, quand ils voient l'Israël, qui exprime favorable un référendum, ça le prend. Il y avait même des drapeaux d'Israël pendant le référendum. Voilà, pendant le référendum, même à Paris, quand les Kurdes de Paris ils sont réunis sur la place de la République, il y avait des drapeaux d'Israël. Et ça donne l'image. Alexandre Delval, oui. Politiquement, comment expliquer cela? Parce que tout le monde est contre, les Américains sont contre, ils ont même envoyé des émissaires pour dire attendez, abandonnez ce projet de référendum. Quels sont les messages? À qui adresse-t-il des messages Israël? Aux Turcs, aux Américains, aux Arabes? Je suis assez d'accord avec ce qui est induit dans votre question. Il y a la réponse qui est induite. Aujourd'hui, les Israéliens ont toujours un accord sur le papier très stratégique avec la Turquie, mais à la tête de la Turquie, un homme dont le cœur est avec le Hamas.
Donc le message d'Israël, c'est attention, on peut aider aussi des gens qui ne sont pas non plus vos meilleurs amis si vous continuez systématiquement à menacer nos intérêts. Et moi, si j'étais israélien, je jouerais la carte effectivement azéri, parce que les Israéliens jouent la carte azéri, et je jouerais la carte kurde, c'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment, hein, les Azéris. C'était d'un côté pour pour l'autodétermination, de l'autre côté pas pour l'autodétermination. Ben voilà, parce que la stratégie, c'est pas toujours de la cohérence, hein. On fait dans un État ce qu'on fait pas dans un autre État. C'est suivant les intérêts. Donc l'intérêt d'Israël aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de diviser le camp anti-israélien arabe. On essaie, bien entendu, de favoriser un changement de régime en Iran. Et l'Iran étant ce qu'elle est aujourd'hui, une république qui est existentiellement contre Israël avec le Hezbollah, on ne veut pas le faire pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver des biais et on va trouver des abcès de fixation dans lesquels on pourra trouver des alliances de revers. Et le Kurdistan, si un jour il existe, économiquement, énergétiquement, stratégiquement, c'est un allié de revers extraordinaire dans la région, c'est une véritable bénédiction. Vous savez, il y a quelques années, quand le Soudan du Sud est devenu indépendant, qui lui-même s'est quitté le Soudan du Nord, un homme politique israélien a dit, il y a 2 miracles en ce moment, on est en train de perdre Erdogan. C'était l'époque où Erdogan commençait à insulter Israël et à menacer les accords. Il disait, on perd un ami en ce moment, on perd la Turquie, mais on gagne 2 autres amis. À l'époque, les Israéliens croyaient que le sud du Soudan fonctionnerait. En ce moment, c'est le chaos. Mais il disait, on a 2 nouvelles, c'est la perspective de l'indépendance du Soudan du Sud et la perspective d'autonomisation et d'indépendance du Kurdistan. On perd un ami, on en gagne 2. C'est ça, en fait, le Kurdistan, c'est contre l'Iran, qui est un ennemi, c'est contre les Arabes et surtout les Arabes anti-israéliens, et contre un État arabe qui a toujours été anti-israélien, qui était même à la tête de la lutte contre Israël, et bien entendu, le message adressé à la Turquie, qui consiste à dire on a intérêt à s'entendre et gérer ça ensemble, plutôt que de voir un État qui déraperait et qui deviendrait un ennemi. Donc chacun a intérêt à s'entendre. Moi je pense que les Turcs et les Israéliens vont d'ailleurs négocier sur ce dossier du Kurdistan, pour trouver les conditions qui feraient que ce Kurdistan ne nuirait pas ni à l'un ni à l'autre. Alors justement, Frédéric, oui, je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, il y a une très bonne stratégie de communication d'Israël, je pense. En fait, l'Irak, depuis ce référendum, il a fait plus que 15 discours et menaces contre les Kurdes. Un seul discours des Israéliens a soulagé les Kurdes. Mais quand on regarde les discours des Américains et aussi les Britanniques, qui étaient une copie des autres, c'était vraiment le même discours, les Américains et les Anglais qu'ils ont publié. Moi, je pense, dans cette affaire vraiment politique aujourd'hui, il y a un contexte très important de communication. C'est-à-dire les mots qui s'expriment, les pays pour les Kurdes, c'est pas juste une déclaration simple. C'est vraiment quelque chose qui sont déjà comptés. Par exemple, le discours, il peut changer. Peut-être Israël va changer dans quelques mois. On sait jamais. Oui. C'est comme les États-Unis et c'est comme les Européens aussi. Mais ce que ça m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le discours du président Macron, que pour nous, c'est vraiment très intéressant parce que c'est quand même un peu flou dans la politique, mais les Kurdes, ils sont en train de trouver en fait, de soutien dans ce discours qui est répété que 2 fois. Depuis une fois à New York, pendant une conférence de presse, et il a répété la même chose, la même phrase, le 5 octobre, avec Abadi. Alors l'Allemagne aussi a envoyé des signes, pas des signes diplomatiques officiels, mais concrètement, l'Allemagne a Alors justement, Frédéric Tissot, est-ce que, parce que Le Drian avait un discours très ferme avant le référendum, est-ce que vous voyez dans le discours de l'État français, du président Macron, un petit changement d'attitude vis-à-vis du Kurdistan? Écoutez, moi j'avais entendu, bien entendu, Monsieur Le Drian sur l'inopportunité de ce référendum. J'avais entendu aussi à New York dans la conférence de presse du président Macron dire qu'il n'était pas contre tout processus démocratique. Et surtout, j'ai entendu ce qu'il a dit lors de son point de presse avec le Premier ministre Al-Abadi.
que les droits des Kurdes devraient être respectés. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans la politique étrangère de la France? C'est très clair. Je veux dire que notre appareil diplomatique doit faire en sorte que les droits des Kurdes, je sais qu'il a répété que c'était dans le cadre de la Constitution de 2005, n'empêche qu'il l'a précisé. Il n'était pas obligé de préciser les liens historiques entre la France et les Kurdes, et il n'était pas obligé de préciser à nouveau que les droits des Kurdes devraient être respectés. Et cela change totalement la donne sur ce qu'avait dit Monsieur Le Drian. Alors, Alexandre Delval, il faut aussi tenir compte de l'Irak de demain, c'est-à-dire que la France ne peut pas juste voir, sinon ce serait facile de faire de la politique étrangère sur des principes. On le voit aussi dans le cas du Harapar, ça se passe pas comme ça. La position de l'Irak est contrairement à l'inverse de ce que on vient de dire par rapport au Kurdistan. Comment la politique française pourrait s'en sortir et quels sont ses intérêts, la France, sur ce territoire? Je pense que la France a un intérêt à avoir un ami dans cette région. Elle a beaucoup d'affinités avec cette région. Il y a tout un historique d'affinités. Il y a aussi une promesse qui avait été tendue et qui n'a pas été tenue dans les années 20. Donc il y a eu aussi des opportunités commerciales, énergétiques. Et pour revenir à l'Occident, à notre pays occidental, les États-Unis, il y a beaucoup d'hypocrisie et de déclarations qui ne veulent rien dire. On a des représentants du gouvernement américain qui disent qu'on doit respecter les frontières actuelles intangibles de l'Irak. Mais dans les faits, même Macron en a parlé, l'intangibilité des territoires. Absolument. Mais la vraie position de l'Occident, si on décrypte les faits et non pas les mots, qu'est-ce qu'a fait l'Occident depuis les années 2000 en déstabilisant et en détruisant la souveraineté de l'Irak? De facto, j'avais vu un article de la Rand Corporation, vous savez, qui est très proche des milieux du renseignement américain, et qui expliquait que finalement, peut-être que la stratégie américaine, c'était démanteler l'État irakien arabe souverain pour créer les conditions de l'éclosion d'un Kurdistan qui ne peut surgir que si on écrase, que si on démantèle la souveraineté originelle de l'État arabe irakien, qui était quand même très anti-kurde, qui était unitaire, de même que l'ancien État arabe syrien écrasait aussi les minorités. Donc de facto, si on n'écoute pas les paroles mais les faits, dans les faits, l'Occident d'ailleurs est accusé par la plupart des nationalistes arabes de comploter contre les régimes nationalistes arabes pour faire surgir un Kurdistan. Et dans les faits, c'était l'un des objectifs, selon certains stratèges de la Rand Corporation, c'était l'un des objectifs de la guerre en Irak. La deuxième en 2003, faire surgir un Kurdistan où il y a du pétrole, où on pourra faire du business dans des bonnes conditions, il y a une bonne gouvernance, ce sera plus facile de gérer cette situation que l'État irakien unitaire arabe de jadis. Alors il y a aussi la question en 2005, quand il y a eu des accords entre Bagdad et le Kurdistan, il a été prévu aussi qu'un scrutin devait se tenir pour réfléchir ensemble et décider de l'avenir du Kurdistan, mais rien n'a été fait. C'est peut-être aussi, Shaida Essami, cette déception, cette attente sans résultat qui a fait que le Kurdistan a décidé au final j'y vais seul. Oui, bien sûr, parce qu'en fait après 2005, l'Irak a vraiment pas respecté la constitution irakienne. Les Kurdes, ils ont bien participé. Un Kurde est devenu président de l'Irak, Maham Jalal. C'est un hommage pour lui aussi, parce que quand il est devenu président, il a vraiment trouvé de bonnes solutions à l'intérieur de l'Irak. Et au niveau international, il s'est réuni des chiites et des sunnites d'Irak. Et il était vraiment très, il avait une capacité formidable pour gérer ce pays. Mais malheureusement, il est tombé malade. C'était à cause d'une crise cardiaque en 2012. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les sunnites n'allaient pas laisser un Kurde diriger très longtemps l'Irak. Le pire, c'est les chiites pour eux. Oui, c'est ça en fait, parce que la politique iranienne est très présente en Irak. On ne parle pas beaucoup
en France, par exemple. On ne parle pas beaucoup sur la présence de l'Iran. L'Iran c'était sous le lot pendant même ces années, la guerre contre Daesh. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de déclarer ou dire que nous, on a participé à la guerre contre Daesh. On veut participer aussi. Du coup, la présence de l'Iran, ça existe. Il y a des années en Irak, mais on ne parle pas. Mais moi, je veux préciser que le Kurdistan irakien, le gouvernement régional de Kurdistan d'Irak, aujourd'hui, il a eu un discours, et il a toujours ce discours, et il dit, nous, on préfère 10 ans de négociation qu'une heure de la guerre. Et ça, pour nous, c'est très important. On peut négocier. Si l'indépendance de Kurdistan et création d'un État n'est pas lieu cette année, ou ça va être pour l'année prochaine, ou dans 2 ans, si on peut vraiment négocier par rapport à ces problèmes, parce que nous, comme président Barzani s'exprimait plusieurs fois, nous, on veut de l'indépendance et avoir des bons voisins. On veut faire cet référendum, par exemple, pacifiquement. Et ça, c'est des discours et textes qui, nous, les Kurdes, on le veut et on le respecte. Mais le problème qu'aujourd'hui, on parle pas beaucoup sur ces droits des peuples kurdes, parce que dans la constitution irakienne, il y a le mot de référendum. Ces peuples, ils ont le droit de faire le référendum. On parle pas sur la violation de la constitution irakienne qui est faite par les Irakiens. Ça, il faut parler de ça. Il y a plus que 50 points sur ce rapport qui est fait par 11 spécialistes par rapport au droit et la constitution irakienne, mais on ne parle pas de ça. Alors, dernière question, Frédéric Tissot. Est-ce que la question de Kirkouk est un élément essentiel dans ce conflit, dans le séparatisme kurde, parce que il y a le pétrole, et puis qui ne veut pas avoir de pétrole dans ses mains? Symboliquement, Kirkouk est très important, politiquement aussi. Au niveau énergétique, franchement, ayant entendu beaucoup de pétroliers lorsque j'étais en place, Kirkouk n'est plus la place éminemment stratégique qu'elle avait auparavant. Depuis, énormément de pétrole et de gaz ont été trouvés dans le sous-sol même de la région du Kurdistan. Concernant les territoires disputés, reprenons ce qu'a dit Shahida Assemi. Effectivement, l'article 140 n'a jamais été mis en place, alors que les Nations Unies ont tout fait pour que cet accord soit pratiquement mis en place avec une mise en place des listes électorales, puis un référendum. Ça n'a jamais été possible du fait de la peut-être mauvaise volonté de certains. En tout cas, M. Al-Maliki est resté très longtemps au pouvoir, un chiite. M. Abadi est toujours là, et c'est normal d'ailleurs que ce soit des chiites, puisque rappelons quand même que les chiites représentent 60% de la population irakienne, donc majoritaire. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit le Premier ministre, chef de l'exécutif, soit de cette communauté, même si je n'aime pas du tout parler de communauté. En tout cas, aujourd'hui, ces communautés existent. Les sunnites ne sont plus du tout, quasiment plus représentés, sauf le chef du Parlement, représentés au niveau des instances juridiques, institutionnelles, et il sera difficile de déplacer le problème de Kirkouk. Je pense personnellement que les Kurdes n'auraient plus intérêt à revendiquer Kirkouk si cela devait entraîner la guerre, car Kirkouk n'est plus aussi stratégique qu'auparavant. Et pourtant, il demande aussi plus que Kirkouk, Hawija, qui est un peu plus au sud-ouest de Kirkouk. Oui. Donc, quel intérêt à vouloir trop et déclencher des hostilités à l'intérieur de ce territoire? Non, mais attendez, les hostilités ne sont pas déclenchées. Pas comme encore.
Non, mais pour l'instant, on n'a pas commencé encore. Non, on a déjà commencé depuis très longtemps les négociations, mais enfin, elles n'ont pas abouti. Hein, les autres territoires disputés devaient être discutés justement dans le cadre de cet article 140. Cela n'a pas été fait. Pendant très longtemps, ce sont des territoires disputés. Les forces, l'autorité de Bagdad était affirmée sur ces territoires-là. Aujourd'hui, ce sont les forces d'Erbil. J'allais dire, ce n'est qu'un juste retour des choses, même si le président Barzani, à un moment donné, a dit les Peshmerga ont repris ces territoires disputés et il est hors de question de les laisser, laisser retourner vers Bagdad. Cela rentre, comme cela a été dit auparavant, dans le cadre de futures négociations pour être en situation de force. Merci Frédéric Tissot pour votre participation à cette émission dédiée au référendum au Kurdistan irakien. Merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons avec Guillaume Perrier qui est en ligne également avec nous. Guillaume Perrier, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que cette situation qui n'est pas chaotique encore, mais qui pourrait le devenir si des hostilités se déclenchaient dans la région à cause de ce référendum, est-ce que cela pourrait profiter à Daesh, parce que Daesh est très affaibli? Est-ce que cette situation pourrait être une sorte de bouffée d'oxygène pour Daesh? Bon, pour Daesh en tant que tel, en tant qu'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, je ne suis pas certain. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les actuels militants de Daesh qui ont quitté Mossoul ou qui ont quitté les autres fiefs de l'organisation sont en train d'essayer de trouver un autre point de chute. Alors c'est pour certains à l'étranger, d'autres sur le territoire même de l'Irak ou de la Syrie. Donc effectivement, dans les zones dans les régions à majorité sunnite d'Irak, il est fort probable que d'anciens membres, d'anciens militants de Daesh vont se recycler, vont sans doute d'abord se cacher un tout petit peu, puis très vite retrouver leur place. Il y a vraisemblablement dans un Irak où le conflit intercommunautaire ne serait pas réglé, il y aura inévitablement la résurgence d'une forme de je dirais une forme violente de djihadisme sunnite tel qu'il est apparu avec Daesh, mais qui n'a pas commencé avec Daesh. Alors vous êtes très souvent sur le terrain, en Syrie, en Irak, sur ces frontières-là, et est-ce que selon vous, dans ce climat actuel, les négociations pourraient aboutir, ou est-ce que vous voyez des signaux de risque d'affrontement intercommunautaire? Bien sûr, il y a un terreau extrêmement favorable à un embrasement. Tous les ingrédients sont là, on les connaît, vous les avez expliqués déjà longuement, ces territoires disputés, les enjeux énergétiques. Donc tout ça constitue effectivement un contexte hautement inflammable. Mais je crois aussi que le contexte international oblige en quelque sorte toutes les parties à un peu de modération et quand on voit aussi si vous voulez tous les investissements occidentaux et pas seulement occidentaux, russes, chinois qu'il a pu y avoir ces dernières années dans cette région du nord de l'Irak, on peut penser aussi que beaucoup d'intérêts seront favorables à une modération des différentes parties. Donc on voit pas trop très bien comment ça peut conduire à un conflit plus lourd entre les Kurdes et Bagdad pour le moment. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une situation extrêmement compliquée. Alors on a parlé de rhétorique évoquant les menaces d'Erdogan vis-à-vis du Kurdistan irakien. Pourtant, le Parlement turc a voté pour un prolongement de la présence militaire de la Turquie en Syrie, par exemple. Est-ce que cette question de l'indépendance du Kurdistan est perçue en Turquie même comme un possible déclenchement de velléité séparatiste qui existe de toute façon, mais de concrétisation du séparatisme kurde malgré l'affaiblissement, en tout cas demain, en Turquie même?
Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que c'est pour la Turquie, c'est une ligne rouge, le séparatisme kurde. Alors tout le paradoxe est quand même là, et on voit là toutes les contradictions de la diplomatie turque. C'est que l'indépendance du Kurdistan irakien a été permise par la Turquie, justement. C'est elle qui a le plus favorisé cette indépendance ces dernières années, en donnant au Kurdistan irakien son indépendance économique vis-à-vis de Bagdad, en lui permettant d'exporter son pétrole directement par la Turquie et en ne rendant plus aucun compte au pouvoir central. C'est ça, finalement, qui a donné toutes les armes à l'administration d'Erbil pour pouvoir enclencher le processus d'indépendance et rentrer dans un bras de fer avec Bagdad. Donc je dirais que c'est grâce à la Turquie que le Kurdistan a pu réclamer son indépendance aujourd'hui, et la Turquie pourtant fait machine arrière aujourd'hui. Alors je crois qu'aussi il y a eu depuis beaucoup de bouleversements dans les orientations géopolitiques géostratégiques de la Turquie. Ça explique en partie ces revirements, mais je crois encore que la Turquie a intérêt, dans une certaine mesure, à enflammer la rhétorique et à lancer de grands anathèmes, parce que ça flatte une certaine partie de son électorat. Mais la Turquie non plus n'a pas du tout intérêt à voir se propager un conflit à ses frontières avec les Kurdes. Ça pourrait avoir des conséquences évidemment importante sur sa propre minorité kurde, qui pour l'instant subit de plein fouet les purges et la répression politique, donc qui n'est pas encore en état de se reconstituer en tant que force militaire. Donc la Turquie n'a pas intérêt à réveiller tout ça non plus de son côté. Et je crois qu'à un moment la rhétorique va quand même diminuer un tout petit peu. Alors c'est vrai qu'Erdogan pour l'instant fait appel un peu à la vieille mythologie nationaliste. On voit qu'il est entraîné là-dedans aussi par le MHP, le parti d'extrême droite avec qui il a fait alliance. On voit les dirigeants avec des nouveaux leaders du turcs, MHP qui jaillissent et qui ont peut-être une autre vision plus pragmatique des relations avec Erdogan. Oui, sur ces questions en tout cas. C'est vrai que oui. Et on voit bien que les nationalistes poussent à une intervention en réclamant la récupération de Mossoul et Kirkouk, qu'ils considèrent toujours comme des provinces turques. Et voilà, il y a effectivement des comme Alep, des appels un peu, comme Alep d'ailleurs. Comme Alep, bien Oui. entendu. Alors, Shahida et Sami, Ouais. Sami, une question. Est-ce que les liens d'affection, de proximité, d'un destin commun entre les Kurdes d'Iran, d'Irak, de Syrie, de Turquie, est-ce que vous vivez cette proximité, ou bien le Kurdistan irakien est complètement dans sa perspective à lui, et j'allais dire, on s'en fiche un petit peu des Kurdes de Turquie? Non, je ne crois pas. Si on parle dans le niveau national, les Kurdes, ils sont unis, les Kurdes eux-mêmes. Dans le niveau national, par exemple, pendant le référendum, les Kurdes d'Iran, malgré tous les risques qu'ils ont eus, ils ont manifesté, en fait, une grande manifestation en Kurdistan d'Iran pour soutenir le référendum en Kurdistan d'Irak. Ils n'ont pas demandé l'indépendance des Kurdes d'Iran, ils ont juste soutenu le référendum sur l'indépendance du Kurdistan d'Irak. Ça, c'est au niveau national. Une manifestation massive ou groupusculaire? C'était vraiment des grands, massivement, sans aucune violence. En fait, ça se passait à Sanandaj, c'est la capitale du Kurdistan d'Iran. Ça se passait aussi à Bana, à Sarkez. C'est les villes importantes, et vraiment les Kurdes, ils sont exprimés avec la danse, avec même des slogans, qu'ils sont d'accord pour le référendum, qu'ils disent oui pour le référendum pour le Kurdistan d'Irak. Est-ce qu'ils considèrent que le Kurdistan irakien, c'est le début d'un rêve global kurde? On discute beaucoup, en fait. Même, je suis vraiment d'accord avec un texte de Dr Tissot. En fait, il a fait une préface pour le livre de Monsieur Olivier Pio. C'est un très beau livre, sur le nom de Le peuple kurde, la clé de vote de Moyen-Orient. Et Monsieur Tissot, il dit, il faut oublier le grand Kurdistan. Il faut complètement oublier. Il faut penser à l'indépendance du Kurdistan d'Iran. Je suis totalement d'accord, parce qu'on ne peut pas avoir cette grand Kurdistan, parce que chaque partie du Kurdistan qui est sous les grands puissances comme l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, a des différentes situations.
Le seule différence de Kurdistan d'Irak que je trouve moi-même, que je connais très bien, c'est que cette région a une très belle expérience pour gérer la région. Il a quand même son gouvernement autonome, il a son parlement, il y a une autonomie économique aujourd'hui, il a aussi une force Peshmerga qui sont très forts aujourd'hui. C'est vraiment très très différent que d'autres régions. Aujourd'hui, tous les Kurdes, même les Kurdes d'Arménie, même les Kurdes de Géorgie, même les Kurdes de France, tous les Kurdes qui sont partout, parce qu'on a des millions de Kurdes dans le monde entier, ils veulent d'avoir cette indépendance en Kurdistan d'Irak. Ils soutiennent. Parce que avoir un État, même un petit État kurde, pour le Kurdistan, c'est un soulagement pour un peuple qui a eu beaucoup de problèmes. Il faut rappeler que l'État kurde n'existe pas. Je veux dire, c'est une histoire de millénaires. Le peuple kurde rêve de ça depuis, non pas comme les Arméniens qui ont perdu leur indépendance en 1918, en 1920, ou au 14e ou 16e siècle, mais il n'y a vraiment pas eu une expérience réelle étatique Tout kurde. à fait. Et cette rêve de Grand Kurdistan a été en fait exprimée par Cheikh Mahmoud, par exemple. Mais aujourd'hui, quand les Kurdes ils veulent cette indépendance en Kurdistan d'Irak, moi je trouve que c'est très réel. C'est très réel. Sinon, il faut pas oublier, je suis d'accord avec vous, dans l'histoire, cette région était toujours un terrain de la guerre. Pour les Sassanides, pour les Seljouris, pour les Genghis Khan, je sais pas si je prononce bien en français, cette région était toujours intéressante pour les grands forces, pour faire la guerre. Et ils ont utilisé toujours cette région. Parce que stratégiquement, c'est bien. Et stratégiquement, ils peuvent se cacher, ils peuvent faire la guerre. Et aussi, c'est riche. C'est une région très riche à l'histoire, à l'antique, à pétrole, il a tout. Et aussi, moi, est-ce que je pense, c'est qu'il faut pas oublier aujourd'hui les menaces. Il faut vraiment que les médias et des spécialistes, il faut les communautés internationales parlent de cette menace qui existe aujourd'hui et qui est en face des peuples kurdes, le blocus. Vous pouvez imaginer maintenant la région de Kurdistan entre les 4 fois puissants, les dictatures dangereuses, et ils sont coincés maintenant dans cette région. Il y a des menaces de blocus. Vous connaissez le blocus, vous savez. Les Arméniens, ils savent ce que c'est un blocus. Quand on a un blocus à l'ouest et un blocus à l'est, ça nous parle. Et moi, je vois une paradoxe. Par exemple, la présence des Nations Unies dans la région, que KRG est des partenaires principaux de Nations Unies pour tous les réfugiés, des déplacés dans les camps. Les régions de Kurdistan est devenue, en fait, dans toutes les régions, on a des camps, des grands camps. Par exemple, on a un camp pour les réfugiés syriens, il s'appelle Demiz à Duhok. Il y a plus que 5000 qui vivent dans ces camps. Il est devenu comme une ville. Et il faut pas oublier des menaces qui, aujourd'hui, menacent aussi des réfugiés syriens, des déplacés, des Irakiens. Quand le gouvernement irakien parle sur la protection des peuples irakiens et aussi parle le droit des Kurdes, qu'il va respecter le droit des Kurdes, je vois une paradoxe parce qu'aujourd'hui on a des déplacés irakiens, on a des chrétiens qui sont il y a aucun chrétien aujourd'hui dans les régions irakiennes, ils sont dans les camps en région de Kurdistan. Pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi on parle pas de cette région? Comment on se sent en paix? Pourquoi on parle pas de ça que toutes les consulats généraux, toutes les diplomates, les grandes organisations humanitaires, ils sont basés dans cette région. Ils travaillent très en sécurité. Moi, j'ai rencontré la représentante de l'agence de UN Women, qui était ancien première ministre Angleterre à l'époque, qui se prenait toute seule de le UN Compound jusque dans le quartier chrétien. Pourquoi on parle pas de ça? Est-ce qu'il peut marcher comme ça à Bagdad? Jamais. Mais quand il parle sur les stabilités de la région et de l'Irak, quand la communauté internationale dit ça, nous on n'est pas d'accord parce que c'est menacé pour la stabilité de l'Irak. Mais je pense une paradoxe, il existe. Mais la stabilité se trouve aujourd'hui en Kurdistan d'Irak. Notre rôle aujourd'hui, c'est justement de parler de tout ça et vous permettre de dire ce que vous venez de dire sur la situation à l'intérieur du Kurdistan irakien. Guillaume Perrier, 2 volets très importants de cette question. D'abord, la Syrie, la position de la Syrie, de Damas parce qu'il y a les Kurdes de Syrie et il y a les Kurdes
d'Irak. Alors, la Syrie, elle est complètement contre ce référendum, même si avant le référendum, c'était plus souple, le langage était plus souple. Mais en tout cas, quel en est des Kurdes de Syrie d'un point de vue étatique syrien? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Le point de vue des Kurdes syriens sur le référendum ou de l'État syrien? Le point de vue de l'État syrien par rapport aux Kurdes de Syrie, parce que là, il y a des demandes d'autonomie et on parle de fédéralisme à venir. Comment gère Damas cette histoire sur la base du référendum au Kurdistan? Alors c'est pas sur les mêmes bases parce que pour l'instant les Kurdes de Syrie n'ont pas manifesté l'intention de faire un référendum équivalent dans leur territoire. Hein. Ils sont plutôt à la recherche d'un compromis fédéral, comme vous l'avez dit, mais les tensions sont quand même assez fortes en ce moment entre Damas et le PYD, le principal parti kurde qui est au nord de la Syrie. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a une situation qui est assez explosive aussi. Vous savez qu'en ce moment toutes les forces se concentrent un petit peu dans cette zone entre Raqqa et Deir Zor, où il y a une espèce de course à l'échalote pour savoir qui va être le premier à prendre cette ville. Et les forces du régime qui sont appuyées par la Russie sont sur ce terrain-là en concurrence avec les Kurdes soutenus par les Américains. Donc on a pas encore un affrontement direct, hein, mais deux colonnes qui essayent d'encercler la ville et qui vont se retrouver à un moment en concurrence sur le terrain pour le contrôle de cette zone. Donc on voit bien que le régime essaye de circonscrire au maximum le territoire des Kurdes, qu'il essaye de les y maintenir le plus possible, et les Kurdes, eux, essayent de maximiser le plus possible leur territoire pour ensuite être en position de force dans d'éventuelles négociations avec Damas. Mais voilà, pour l'instant, la question n'est pas vraiment encore sur la table. Et que signifie ce positionnement un peu ambigu des Kurdes, de certaines mouvances politiques kurdes en Syrie, de ne pas appuyer franchement le référendum au Kurdistan? Est-ce que c'est pour éviter un peu les réactions de Damas? Alors, oui, mais je crois pas que ça soit la raison principale. Ça tient surtout au fait que le parti majoritaire, encore une fois, dans cette région du nord de la Syrie, c'est le PYD, proche du PKK, que c'est donc le mouvement rival de l'administration kurde irakienne. Il y a une véritable rivalité entre ces deux mouvements, entre ces deux visions du Kurdistan, je dirais aussi, et que les Kurdes syriens du PYD sont toujours pour l'instant à la poursuite d'un autre idéal de Kurdistan, une autre forme étatique, une autre construction sociétale. Donc on a deux modèles qui s'opposent et qui ne sont pas vraiment compatibles. Donc c'est aussi pour ça que l'administration kurde syrienne n'a pas appuyé ce désir d'indépendance, même si il y a eu des manifestations de soutien, il y a eu des drapeaux kurdes dans les rues déployés par la population. Enfin, il y a quand même évidemment une ferveur populaire qui tient là à cet idéal d'indépendance kurde. Je crois qu'il y a ce vieux rêve de l'indépendance kurde qui, comme on le disait tout à l'heure, touche tous les Kurdes dans toutes les parties du Kurdistan. Alors Alexandre Delval, tout à l'heure, nous avons parlé des réactions internationales. On a vu les Américains, les Britanniques, les Français au début dire non à ce référendum, les Saoudiens pareil, et tous les pays de la région, sauf Israël, on en a parlé tout à l'heure. Quels sont les intérêts réels de la France dans cette région et surtout pour ou contre l'indépendance? Dans quel intérêt? Parce que c'est les intérêts d'État qui comptent au final. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que moi je me méfie des déclarations à l'emporte-pièce d'Erdogan ou des déclarations sympathiques d'autres États qui vont dans le sens contraire. Tout cela n'est ce ne sont que des mots. Ce qui compte en géopolitique, c'est la réalité, les rapports de force et les capacités de négocier ou pas, soit de négocier, soit
d'avoir une autre façon d'imposer son point de vue, c'est-à-dire avec une victoire militaire. Et l'économie dans tout ça. Et l'économie joue un rôle, et à mon avis, c'est la clé de l'espoir du Kurdistan irakien. Il y a une très grande interdépendance entre l'économie kurde d'Irak et l'économie turque, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est pour ça que les Kurdes rêvent tous d'un Kurdistan libre, mais même ceux de Syrie ou de Turquie ont compris qu'il faut se focaliser sur un Kurdistan irakien, le seul qui serait viable économiquement, politiquement, et qui a déjà un précédent et vraiment une expérience. Et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et si ce réalisme se poursuit, s'il y a une entente entre la Turquie et alors là, sur cette radio, j'ai pas toujours fait l'éloge de la Turquie, donc il n'est pas question de dire du bien ou du mal. Enfin, c'est un constat, hein, c'est pas une position de principe ou de cœur. Mais si j'étais moi personnellement un indépendantiste du Kurdistan irakien, je m'entendrais avec la Turquie. C'est la seule solution pour que ça soit viable économiquement, politiquement et même militairement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi l'une des raisons de la prudence de certains Kurdes de Syrie. Mais les Kurdes de Syrie, il faut voir aussi qu'ils ont chacun un agenda différent. Et les Kurdes de Syrie se sont quand même entendus pas mal avec le gouvernement de Damas pour la reconquête du pays. À un moment, Damas a laissé carte blanche au nord de la Syrie aux Kurdes pour reconquérir une partie du territoire. Et les grandes puissances dans tout cela, notamment la France, pour revenir à votre question, elle n'a pas intérêt à être ni contre l'Iran, ni contre la Turquie, ni avec les Kurdes. Elle a une position d'équilibre. Alors, la position idéologique incarnée surtout, je pense, par la gauche ou le centre humaniste et les milieux pro-Kouchner, BHL, etc., sont très favorables à la cause kurde indépendante, mais le Quai d'Orsay, à mon avis, beaucoup plus équilibré, et l'intérêt de la France, ce n'est pas d'être que... La France n'a aucun intérêt, ça va peut-être choquer certains Kurdes, ce que je dis, hein, je parle pas avec le cœur, je parle avec la raison. La France n'a pas un intérêt à être 100% pour le Kurdistan indépendant. Ça la met à dos avec quand même 4 États. Elle a aucun intérêt, donc elle a un intérêt à avoir une vision balancée et en étudiant l'évolution des rapports de force, nous verrons. C'est ça la diplomatie. Hein, regardez le traité de Sèvres, on avait promis une indépendance aux Kurdes et aux Arméniens. Les rapports de force ont changé entre-temps et aussi à cause de ce qui se passait en Russie. Un certain Atatürk a réussi à changer les rapports de force et il a imposé qu'on n'applique pas les traités parce que sur le terrain, on n'a pas voulu se battre plus que ça pour empêcher Atatürk d'avancer ses pions. On appelle ça la réelle politique. Et la Turquie d'aujourd'hui, elle est le fruit de rapports de force et on s'est assis sur les traités. Guillaume Perrier, comment vous voyez la place de la France et la politique de la France dans la région et particulièrement par rapport à ce référendum et l'avenir du Kurdistan? Non, je crois que ce qui vient d'être dit est assez juste, c'est que la France n'a pas de raison de soutenir à tout crin une indépendance du Kurdistan pour des raisons théoriques. La France suit ses intérêts et ses intérêts sont plutôt le maintien de l'unité de l'État irakien. Ses intérêts sont plutôt de défendre, de protéger les investissements économiques, notamment dans le pétrole, qui ont été faits ces dernières années. Je vous rappelle que Total fait partie des compagnies étrangères qui avaient choisi de délaisser les champs pétroliers au sud contrôlés par Bagdad pour investir au Kurdistan. Donc il y a quand même des intérêts en jeu. On va voir ce que la France va faire, mais pour l'instant, il va falloir choisir. Justement. Il y a une contradiction, c'est-à-dire que, il y a une contradiction sur le terrain, dans le sens où si on est pour ce référendum, donc on l'appuie ou on l'accepte, il va y avoir des problèmes avec l'État irakien, donc en termes d'investissement, d'intérêt économique, la France sera moins bien perçue ou admise. Et par ricochet avec l'Iran, dans lequel tout le monde essaye de reprendre pied aujourd'hui. Donc il y a évidemment des enjeux en cascade qui vont se déclencher. Mais voilà, il y a une contradiction apparente. Il va falloir la résoudre. Et c'est pour ça que je pense que cette question ne se résoudra que par le compromis diplomatique et pas par un conflit plus profond. Sachant que dans Le Drian, quand il était ministre de la Défense, il faisait aussi le commercial des sociétés françaises, alors que maintenant il est ministre des Affaires étrangères. Son rôle est de représenter aussi l'économie française à l'international. Donc, d'où cette vocation économique des relations internationales de la France.
Pour revenir juste trois secondes sur Monsieur Macron, vous savez que c'est un Don Juan politique, c'est-à-dire que comme Don Juan qui séduisait 3 femmes en même temps, Macron est capable d'avoir 3 discours en même temps. C'est un peu comme le premier Sarkozy, vous savez, la multiséduction. Donc il faut aussi se méfier des déclarations. Macron, par exemple, sur la Syrie, il a dit une chose et son contraire en 48 heures. Il a reçu des opposants, puis après il a dit que l'ennemi n'était pas le régime principal. Après il est revenu dessus. Donc je maintiens cette idée. Il faut faire très attention aux déclarations. Ce ne sont que des mots. Oui. Guillaume Perrier, merci pour votre participation à cette émission. Merci. Chahida Essami et Alexandre Delval, nous allons conclure. Chahida Essami, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante. Moi, je pense que l'étape suivante, c'est vraiment travailler sur l'indépendance du Kurdistan, la création d'État, parce que c'est le but des Kurdes. Et je crois que les Kurdes, ils vont aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas peur. Et ils n'ont pas peur de la guerre, parce que tous les enfants kurdes, ils sont nés dans la guerre, ils connaissent la guerre, ils n'ont pas de peur. Mais cette fois, ils veulent avoir leur État sans guerre, sans violence, comme toujours. Mais moi, je pense qu'il faut parler toujours sur l'amitié qui existe entre la France et le Kurdistan. Parce que la France a eu un très bon rôle il y a des années pour les Kurdes. Il faut pas oublier, en fait, à l'époque de Madame Mitterrand. Oui, voilà. Est-ce que je voulais parler de Madame Kouchner, Mitterrand et Monsieur Kouchner qui a amené la question des Kurdes au Parlement européen. Il faut pas oublier Madame Mitterrand quand il s'est déplacé à la camp de Mardin qui a amené les familles kurdes en l'année 80 qui sont maintenant en Sud. J'ai un collègue dans mon bureau qui a un enfant qui est arrivé aux 3 ans pendant cette action humanitaire de Madame Mitterrand. Il faut pas oublier cette amitié et cette relation. Est-ce que Monsieur Macron a prononcé 2 fois cette amitié? Du coup, moi je pense que la France doit avoir une bonne rôle. Et il faut regarder comment la France va réagir parce que c'est le pays de démocratie. Moi, j'aime bien envoyer, comme dernier mot, le message du peuple kurde. Aujourd'hui, je vois dans les réseaux sociaux, il y a une campagne qui est lancée par un jeune artiste qui s'appelle Je m'appelle Kurdistan. Et en fait, son but, il pose une question. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la création de mon État? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le référendum et l'indépendance et la démocratie? C'est vous qui vous avez créé le mot de référendum et la démocratie. Moi, je pense c'est tout inclus dans ce texte qui est lancé par un jeune artiste en Kurdistan d'Irak. Et le gouvernement régional du Kurdistan a sa politique et il va continuer. Nous-mêmes, comme notre bureau de représentation du gouvernement régional du Kurdistan en France, on est en train vraiment de travailler, de travailler sur ce dossier et on croit de notre amitié historique avec la France et aussi notamment avec les Kurdes, avec les Français qu'aujourd'hui qui travaillent sur cette question, comme Monsieur Kouchner, comme Monsieur Tissot, comme Bernard-Henri, qui aujourd'hui ils sont présents là-bas et ici. Et je pense que les médias français aussi doivent avoir un beau rôle, leur principal en fait, dans cette jeu. Alexandre Delval, votre livre s'appelle Les vrais ennemis de l'Occident, alors que l'Orient, lui aussi, il a ses ennemis. Mais je dirais qu'on a les mêmes ennemis, les Kurdes, l'État syrien, le Liban, que vous connaissez très très bien, l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des intellectuels ou des stratèges, des hommes politiques des pays que j'ai mentionnés, ce qui m'a toujours frappé, moi, depuis 20 ans que j'écris, ils me disent, mais pourquoi l'Occident, qui devrait avoir encore plus envie de combattre cet ennemi totalitaire islamiste, les a aidés partout? Ça, c'est quand même la grande question. Un Égyptien, un Algérien, un Syrien, quand il vous parle, il dit depuis la guerre d'Afghanistan, vous avez armé, aidé, financé, et appuyé, y compris dans vos propres cités, vous avez laissé cet ennemi prospérer pour empêcher l'intégration de vos jeunes, mais c'est complètement suicidaire. Donc on a le même ennemi, sauf que à la limite, l'Occident en est presque moins conscient que les sociétés musulmanes, premières victimes de l'islamisme. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion. Et pour l'Irak, je pense que l'une des clés, on l'a légèrement abordé, c'est une place pour les sunnites. Si les sunnites n'ont pas une place
qui respecterait la Constitution, et si l'Irak ne s'organise pas en donnant une place, une reconnaissance pour les sunnites, on n'aura pas Daesh, on aura pire que Daesh. Daesh a existé parce que les sunnites ont été écrasés par l'hégémonisme chiite iranien. Donc ça aussi, c'est très important. Il faut une solution de paix. Et c'est pour ça qu'avec Randa Kassis, une Syrienne opposante avec qui j'écris un livre, Le chaos syrien, un autre livre, nous proposons une solution fédérale. La clé de l'entente, c'est la confédération. Même plus qu'une fédération, une confédération. Une confédération, c'est une fédération, mais qui reconnaît pratiquement la souveraineté de ses membres. C'est une sorte de co-souveraineté. Et c'est ce qui pourrait allier les contraires, la volonté légitime d'être indépendant pour les Kurdes, mais en même temps la volonté de conserver les frontières, parce qu'on ne va pas non plus faire diviser tous les pays du monde. Ce sera le chaos généralisé. La confédération permet d'allier ces contraires, et c'est possible en Syrie. D'ailleurs, on en parle. Déjà concrètement, les Russes appuient une future constitution quasi confédérale, et en Irak, ça pourrait être la clé. C'est-à-dire, il y aurait un État kurde véritablement indépendant, mais qui ferait partie d'une confédération qui partagerait quelques compétences avec Bagdad, mais en étant pratiquement indépendant et en ayant une vraie souveraineté. Alors on se pose la question si un jour une émission de radio aura lieu dans un pays du Proche-Orient pour parler des séparatismes européens, en Espagne, du régionalisme en France. La boîte de Pandore a été ouverte par l'intervention illégitime et à mon avis néo-impériale et absolument folle du Kosovo lorsqu'on a ouvert la boîte de Pandore de l'indépendantisme dans les pays des Balkans. Et là, on a fait la guerre de tous contre tous et ce n'est pas fini. La Macédoine va éclater bientôt en deux avec l'irrédentisme albanais qui veut la grande Albanie sur 4 territoires. Là aussi, on a aussi parfois un peu péché par soi-disant idéalisme et on a détruit des États souverains. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Le Kurdistan, c'est bien, mais l'idéal, c'est d'allier les contraires, d'allier la volonté légitime d'être indépendant avec le respect des frontières, parce que le droit international, il est fondé quand même sur le respect des frontières intangibles. Je sais que ça paraît totalement contradictoire. Il faut trouver une voie qui permette d'allier ces deux impératifs. Merci Alexandre Delval. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, consultant, essayiste. Merci Sheida Essami pour la première fois dans nos studios de la représentation du Kurdistan, de l'État, du gouvernement du Kurdistan irakien. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Et vous êtes, vous, conseillère en stratégie de communication. Nous étions également avec Frédéric Tissot, médecin et ancien consul de France à Erbil, qui était durant le référendum au Kurdistan irakien en tant qu'observateur. Et nous étions également avec Guillaume Perrier, journaliste, que je remercie pour leur participation. Et merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.